Nous sommes de retour avec nos invités, Louis Magloire Kemayo, Isso Akleso, Eric Johnson. On va un peu continuer avec la République démocratique du Congo et les derniers hommages rendus au cardinal Mosengo à Kinshasa. Eric, finalement, vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais c'était juste pour dire que un modèle comme Mosengo a manqué dans plusieurs pays. Chez nous, par exemple, où Monseigneur Poduro, au Togo, était le président de la conférence nationale souveraine et après président du HCR au Conseil de la République, qui faisait office d'organe législatif, c'est-à-dire le Parlement. Donc je dis, aujourd'hui, quand vous prenez ce prélat comparé à Monseigneur Poduro, je crois qu'il y a une différence. La différence est à quel niveau? La différence est que Monseigneur Poduro, aujourd'hui, s'est affiché clairement en partie contre le pouvoir en place. Or, Monseigneur Mosengo essayait de concilier tout le monde afin qu'il n'y ait pas de dérapage. Quand il a dit qu'il pouvait prendre le pouvoir au moment opportun, à la disparition de Mobutu, c'est qu'il avait cette popularité-là. Il pouvait le faire. Mais parce qu'il voulait que ce pays-là se réconcilie véritablement avec lui-même, il ne l'a pas fait. Il a préféré que mettre tout le monde à table pour discuter des problèmes de la nation. Donc je crois que il est ce modèle-là que d'autres prélats aussi pouvaient prendre pour aider leur pays à évoluer dans le bon sens. Oui, Magloire Kemayo, les modèles ne peuvent pas avoir les mêmes dimensions. On a vu en Afrique du Sud, on voit cela également en République centrafricaine et autres. Vous partagez les propos d'Eric Johnson? Oui, j'y souscris à 200% pour une raison simple, c'est que quand on est homme d'église, on peut choisir de quitter l'église. Ce n'est pas une prison, ce n'est pas une secte. On a le droit encore de dire, j'ai été prêtre pendant un certain nombre d'années, les ambitions qui sont les miennes ne sont plus compatibles avec l'exercice de... On l'a vu en Haïti. Oui, et donc je décide de devenir président de la République, d'entrer sur la scène politique et de briguer un mandat assez légitime. Mais on ne peut pas être entre les deux, être à la fois dans le religieux, dans le politique, et donner l'impression que... Parce que, de mon point de vue, le travail de prélat est tellement prenant, il est tellement exigeant, et les attentes sont si nombreuses que je pense que si on ne peut pas le faire, on doit quitter la scène et passer à autre chose. On peut démissionner, on peut prendre sa retraite, les solutions sont nombreuses. Mais dans le cas de Monseigneur Poduro, je crois qu'il a surfé sur une vague qui était celle de la contestation du pouvoir du président actuel, qui est celle de dire que c'est un pouvoir cinquantenaire et qu'il devrait y avoir de l'alternance pour que les Togolais goûtent à autre chose qu'au gouvernement par les EADEMA. Mais je crois que quand on a dit ça, c'est pas suffisant. L'action sociale qui a été celle, par exemple, de Monseigneur Mosengo et celle de conscientisation également, est beaucoup plus importante que celle d'entrer soi-même sur l'arène politique, parce que les coups qu'on prend sont tellement importants que finalement le discours n'en est qu'atténué et son effet n'est pas celui qu'on aurait escompté. C'est vrai, histoire que ce n'était pas Mosengo, mais on a vu l'Église catholique tout entière qui s'était alignée derrière un candidat là-bas en République démocratique du Congo, on se souvient. Vous voyez, vous avez d'abord posé les questions de modèle. En réalité, comme les deux aînés ont expliqué, les gens ne comprennent pas. Modèle veut dire que tu cherches à être la personne et tu le dépasses. Maintenant, il y en a qui idéalisent les gens. Donc, ils n'arrivent pas au niveau de la personne. C'est-à-dire que c'est pourquoi souvent nous disons que Dieu est l'idéal. Donc, on ne peut pas atteindre Dieu. Mais les gens prient les prélats comme si ils sont des gens idéalistes ou bien leur idéal qu'ils ne peuvent pas dépasser. C'est ça qui a créé le problème. C'est pourquoi ils tombent sous le coup de la politique. Normalement, je vais revenir à ta question, si notre Poduro avait voulu être un modèle, puisqu'on a vu
le prélat d'Afrique du Sud, j'oublie son nom. Joseph Tutu. Et oui, Desmond Tutu. Il a aussi parlé de la politique, mais il ne s'est pas enraciné dans la politique. Quand il vient régler un problème, il se retire par la fois. Ici, je dirais que Monseigneur Podro a pris goût de trop à la politique, où il est devenu lui-même politicien. Vous voyez, mon grand frère le dit, Eric le dit, je pense que c'est... comment Magloire plutôt le dit. Vous voyez, si vous êtes un prélat, il y a tout un peuple qui est autour de vous, que ce soit Kabier, Evé, tout ça. Donc, ta position va frustrer forcément quelqu'un. Donc, c'est pourquoi la neutralité du prélat est importante. C'est pourquoi le rôle conciliateur est important dans ce domaine. Mais quand tu prends une partie donnée et que moi je suis un pratiquant de l'église catholique, vous voyez, moi je serais frustré si je ne suis pas du parti où tu veux adhérer. Mais si tu avais pas à parler de la conscientisation, du dialogue et consort, je me retrouverais mieux. Donc c'est pour dire que ce n'est pas bien que les prélats prennent la place de Dieu quand il ne le faut pas. Maintenant, donc les rôles qu'ils doivent jouer, c'est le rôle là. Médiateur uniquement. C'est ce qu'il a fait. Oui, vous voyez, comme on vient de le dire, quand Mobutu a chuté, Monseigneur pouvait venir pour être... Il n'y avait rien que le... Mais il a dépassé, il s'est transcendé. C'est comme s'il a vu, dans 5 ou 10 ans, le problème que sa candidature lui aurait causé. Imaginons qu'aujourd'hui, il a été un président, on ne l'aurait pas fait ces honneurs aujourd'hui en tant que président. Aujourd'hui, il n'a pas eu le titre de le président de la République, mais il dépasse le président, puisqu'on vient de parler qui réunissait même 2 pays. Donc, vous voyez, sa dimension dépasse la dimension des présidents. Mais alors que, je ne vais pas mentir, je ne suis pas sûr qu'au Bénin, Monseigneur Podro a la même valeur qu'ici aussi. Est-ce qu'il y a eu problème au Bénin? Non, vous ne me comprenez pas. Entre-temps, avec Soglo et Kérékou, il y avait problème. Mais Kodjo n'est pas allé régler. C'est quoi je me rappelle. Donc c'est pour dire que quand d'autres commettent l'erreur de porter la teinture politique, c'est gravissime. On leur demande seulement d'essayer de prendre le breuvage politique pour essayer j'oublie l'expression, de le vomir par après. Là, il n'y a rien en toi qui suit les autres. Donc, je ne vais pas me mettre à partir par rapport à ce qui se passe au Congo. Mais ce que je dis au Togo ici, il faudrait que les prélats, je me rappelle même que dernièrement, il a investigué même, comment on appelle, Bariga. Donc, vous voyez que cette image de catholique, ce qu'ils ont, ça ternit l'image de catholique, où un archevêque voulait convoquer un autre archevêque ou le vilipende. Vous voyez, c'est ce que l'autre là n'a pas fait comme ça. C'est tout ce qu'on demande. Donc, ce n'est pas qu'on est en train de dire que le nôtre n'a pas été ce qui doit être, mais c'est qu'il n'a pas atteint la grandeur de celui dont on parle. Donc, c'est ce qu'on dit. Oui, parce que finalement, le principe de laïcité, qu'on soit favorable ou pas, il est très clair. C'est qu'il faut une séparation entre l'Église et l'État. Vous ne pouvez pas mélanger les deux. Quand vous mélangez les deux, il y a un problème. Et donc, je pense que la mission de justice sociale qui est celle de l'Église, la mission de charité qui est celle des chrétiens, tout cela peut contribuer au combat politique. Mais on n'est pas obligé de quitter l'un des sillons pour défendre cet objectif-là. Mais cela dit, si on se trompe, on a le droit de se tromper. Il faut juste reconnaître son erreur et puis... de se remettre dans les rangs. Non, mais il faut même voir, quand déjà on commence par régler les problèmes de l'État par la religion, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, tout le combat qui est mené au Sahel et tout ça, c'est contre les djihadistes parce que ceux-là veulent imposer une religion à tout un peuple. Et là, les gens disent non, parce que nous sommes des États laïques. Chacun peut faire sa religion comme il veut. Et donc, quand on mélange la religion et la politique, parfois ça donne une détonation à laquelle on ne s'attend pas du tout. On parlait de Monseigneur Podro. On peut aussi le comprendre à un certain moment, car vous vous rappelez qu'après la conférence nationale souveraine, il y a eu beaucoup d'incidents, et ça a peut-être frustré l'homme qui veut aujourd'hui se venger. Parce que
vous vous rappelez que les membres du Haut Conseil de la République ont été tabassés au siège du Parlement, ce qui est très grave. Et là, tout le monde a condamné. Mais quand vous voyez toutes les positions de Monseigneur Kodjo aujourd'hui, vous comprenez qu'il y a ce relent de quelqu'un qui veut véritablement régler des comptes aux gens. Donc, c'est-à-dire une chasse à la sorcière, malheureusement, qui ne fait pas tâche d'huile. Allez, on passe en Côte d'Ivoire. Cette rencontre à venir entre le président Alassane Dramane Ouattara, l'actuel président, et l'ancien président Laurent Gbagbo. C'est le président actuel qui aurait demandé cette rencontre. Les Ivoiriens attendent cela depuis l'arrivée au pays de l'ancien président Laurent Gbagbo le 17 juin à Clessor. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui sera dit concrètement entre les deux hommes? D'abord, j'ai pensé que s'il y a quelque chose à dire, ils l'ont déjà dit depuis longtemps. Maintenant, si ce n'est que discuter de le caractère, le comportement de leurs miliciens et leurs partisans, pour ne pas dire les électeurs. Ouais. En plus, le fait de mettre Guillaume Soro dans la balance pour voir aussi que pour que la Côte d'Ivoire soit réunie, il faudrait que tous ses fils reviennent au pays sans condamner qui que ce soit. Charles Belgoudé n'a pas de problème autant que Guillaume Soro. Actuellement, la bête noire ou, comment dire, persona non grata, c'est Guillaume Soro. Donc, il se peut qu'il décide de tout et de rien, sauf que, tel que moi je vois les Ivoiriens comme, pardon l'expression, j'ai l'impression qu'ils jouent à l'autriche chacun de son côté. C'est-à-dire qu'ils voient le problème. Ils peuvent régler comme il le faut, mais ils font tout un boucan autour et puis ce brouhaha ne donne rien et puis on fait couler des encres et puis on revient au point de départ. Donc je pense que s'il faut être sérieux, Ouattara et Gbagbo doivent discuter de comment arrêter la perte de vie humaine des Ivoiriens. Et en second lieu, les deux sont vieillissants et que je pense normalement qu'ils doivent devenir les Saïou pour ne pas créer le conseil sénatorial où les deux et Bédié devaient siéger. En même temps, de laisser la place aux jeunes pour qu'ils vraiment discutent de la politique. Ou carrément demander aussi son amnistie par rapport à quand il va quitter le pouvoir et s'entendre sur ce qu'il faut faire pour que la Côte d'Ivoire s'en sorte. Parce que Ouattara avait enfermé Gbagbo dans le temps, au temps de Bédié et que quand Gbagbo était président, Ouattara a hypothéqué autant de Houphouët-Boigny, autant pour moi. Et quand Ouattara et Gbagbo étaient au pouvoir, Ouattara a hypothéqué 250 petites et moyennes entreprises ivoiriennes que Gbagbo a essayé de dénoncer, que ça crée tous ces remous. Donc, je ne sais pas si cette fois-ci c'est pour dire maintenant il faut te taire pour que les choses aillent mieux, ou bien Gbagbo, lui, n'a rien fait. Non, c'est pourquoi Gbagbo aussi, moi, dernièrement, c'est les panafricanistes qui me font rire, c'est dernier moment, quoi. Ils cherchent, comment dire, un sujet quelque part où il faut s'accrocher. Et quand Gbagbo venait, l'Afrique, quand Gbagbo a renvoyé sa femme, ils ont encore tourné dos. Donc c'est pour dire que moi, Gbagbo n'est ni blanc ni noir. Pour moi, c'est comme un être humain qui peut commettre des erreurs. C'est quand, on le disait, c'est quand les gens idéalisent ce genre de personnes que quand ils font quelque chose, ça les frustre. Moi, je m'attends à tout. Quoi qu'il fasse, je sais que Gbagbo en a fait aussi des bévues. Gbagbo a fatigué des gens aussi dans le pays là, donc personne n'est sain dans leur milieu. Donc c'est pour dire que, sincèrement, si ce n'est pas que comment redresser le pays, je ne vois pas de quoi ils doivent parler autant qu'il se faut. Bon, je ne sais pas. Quoi. Le Magloire Kimayo, selon le Front populaire ivoirien, c'est une rencontre qui sera placée sur le signe de la fraternité. Ils peuvent aller au-delà. Hein. Oui, alors, moi je crois que au-delà des batailles de coq, parce que ce sont quand même des batailles de coq qui ont opposé Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et puis de l'autre côté Bédié. Ces trois hommes, pendant la dernière décennie, ont rythmé la vie politique de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne parlaient de politique qu'en prenant position ou pour l'un ou pour l'autre, et eux-mêmes ont fait des alliances entre eux qui ont été défaites par la suite sans que l'on comprenne trop pourquoi. Parce que Bédié, c'est quand même celui qui empêche Alassane Ouattara
de devenir président juste après la mort de Félix Houphouët-Boigny. Avec l'ivoirité. Oui, parce qu'il était Premier ministre Alassane Ouattara et Bédié, Henri Konan Bédié, était le président de l'Assemblée nationale. Donc le premier qui prend le pouvoir, c'est Alassane Ouattara. Et donc il y a presque un coup de force entre les deux qui fait que finalement c'est Henri Konan Bédié qui devient le président de la République. Il y a ce principe, ce concept de l'ivoirité qui est lancé et qui est orienté en direction de Alassane Ouattara pour l'empêcher d'être président de la République. Donc le mal qui est le ver qui est entré dans le fruit, c'était ce concept d'ivoirité et c'est Henri Konan Bédié qui l'a lancé. Et donc après, quand on le dit en 2010, allié à Alassane Ouattara pour gagner la victoire à l'élection présidentielle face à Laurent Gbagbo, c'est incompréhensible. Mais bon, c'est la politique, il arrive que certaines choses soient incompréhensibles, mais qu'elles fonctionnent. Aujourd'hui, il est allié avec Laurent Gbagbo parce qu'il est parce qu'il n'est plus en accord avec Alassane Ouattara. Donc finalement, est-ce qu'il s'agit d'une affaire de conviction ou d'une affaire de pouvoir? C'est très difficile à comprendre. Mais ce que je pense fondamentalement dans cette rencontre, c'est que le signe de la fraternité, c'est qu'il y en a un qui est plus âgé que l'autre. Celui qui est le plus âgé, c'est Alassane Ouattara. Il a presque 80 ans aujourd'hui, 79 très précisément. Et il va rencontrer Laurent Gbagbo qui en a 75. Il en a passé 10 à la Cour pénale internationale parce que le gouvernement ivoirien l'y a transféré. Il revient blanchi de toutes les accusations qui étaient énoncées contre lui. Il n'a pas été reçu, de mon point de vue, avec tous les honneurs dus à son rang d'ancien chef d'État. Je pense que le président Ouattara, s'il avait véritablement voulu marquer la fin des hostilités, aurait pu aller directement à l'aéroport pour l'accueillir. Il n'était pas au pays. Il n'était pas au pays. Il a choisi de ne pas être au pays. C'est pas juste qu'il n'était pas au pays, il a choisi d'être en dehors parce qu'il savait que l'avion arriverait ce jour-là. Donc il ne l'a pas attendu. Il aurait pu également l'attendre directement au palais et le faire amener au palais pour qu'ils aient un échange, même juste pour les photographes, et après il s'en va. Il n'a fait rien de tout cela. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est en train d'essayer de rattraper quelque chose qui va dans la logique de ce qu'il aurait dû faire depuis le début. Il a quand même, dans son dernier gouvernement, créé un poste qui est celui du ministère de la Réconciliation nationale. C'est le poste sur lequel il a le moins joué son rôle de président de la République, c'est-à-dire de fédérateur de tous les Ivoiriens. On n'a pas beaucoup vu la Côte d'Ivoire sur le terrain de la réconciliation durant les 10 dernières années, voire un peu plus. Donc aujourd'hui, il est en train de le faire pour l'affichage d'abord, montrer à la communauté internationale que depuis la fin de la crise ivoirienne, même s'il n'a plus rencontré Laurent Gbagbo, même s'ils n'ont plus eu d'échanges directs, parce qu'il y a quand même eu des canaux de communication qui n'étaient peut-être pas directs, même s'il ne l'a pas vu, il y a un lien qui est resté. Il y a une volonté aujourd'hui de recoudre le fil de la réconciliation entre les Ivoiriens, et ça commence par le haut, ça commence par les acteurs par qui le problème est arrivé. Alors, Eric Johnson, quand on voit les dernières sorties, c'était un moment où c'est plus de Laurent Gbagbo qui piquait d'une manière indirecte Alassane Dramane Ouattara. On a vu la réaction également du directeur exécutif du RHDP, Adama Bitogo, sans oublier la réaction également de Mamadou Touré. Cette rencontre est une bonne chose pour non seulement apaiser les cœurs, mais aller au-delà, réconcilier, poser les vrais pas de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je vais commencer par un truc qui va peut-être vous déranger. Mais aujourd'hui, tous les pays sont en train de lutter contre les terroristes, les djihadistes. Chez nous, on a cette chance-là qu'ils ne sont pas encore arrivés à nos portes. Mais dans presque tous les pays voisins, il y a eu des attentats et tout ça. Mais laissez-moi vous dire que les vrais terroristes, ce sont les politiciens. Après avoir permis que des Ivoiriens s'entretuent, aujourd'hui on me parle de réconciliation. Pourquoi laisser autant de morts sur le carreau avant de chercher à se réconcilier? Tout le monde sait les problèmes qu'il y a en Côte d'Ivoire. D'abord un problème de leadership et ensuite un problème de pouvoir. Mais regardez, même pendant les élections présidentielles de 2010. De 2010. Non, je parle de 2020. Il y a eu encore des morts.
au moins 90, si je fais bien Mais le compte. Pourquoi les Ivoiriens doivent-ils se tuer pendant tout ce temps-là avant qu'on ne me parle de réconciliation? Pour moi, Gbagbo et Ouattara vont se rencontrer pour parler uniquement de leur pouvoir, pas autre chose. Parce que la vie des Ivoiriens ne les regarde pas, à dire vrai. Vous êtes sûr, peut-être après tous ces morts, Mais- c'est le temps de pouvoir enterrer tout cela pour éviter les morts. Regardez un peu ce qui s'est passé quand Gbagbo rentrait au pays. Quelqu'un qui a été blanchi par la justice internationale, qui rentrait au pays, les gens sont sortis pour aller le rencontrer. Il y a eu encore des gaz lacrymogènes et tout ça. Mais pourquoi faire? Les forces de l'ordre aussi disent que c'est pour éviter les débordements. Oui, on est de d'accord. Covid. C'est pendant ces débordements-là qu'il y a des décès, malheureusement pour nous. Je dis, ils vont se rencontrer pour parler de leur pouvoir. Et je pense qu'à un certain niveau, les gens ne voient que le pouvoir, pas ce qui se passe à la base. Tout ce que mes frères ont dit, c'est vrai. Il faut quand même que les gens se tendent la main, que les gens se parlent entre eux, etc. Mais il faut le faire au moment où ça devrait dégénérer. Il ne faut pas attendre que ça finisse, que les gens... Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui, C'est-à-dire que- et Louis Magloire, je suis d'accord avec toi. Mais c'est que jusque-là, certains n'ont même pas encore fait le deuil de leurs parents décédés. C'est ça qui est touchant dans Et cette surtout, histoire. certains ne sont pas conscients de ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y aura cette rencontre. Et à la sortie, des gens vont encore prendre position. Et après, ce sont des Ivoiriens qui iront encore dans la rue. Parce que, vous savez, il faut que nos dirigeants comprennent une chose. Nous ne sommes pas des bêtes de somme. Pendant que la situation tend vers une gravité, il faut commencer déjà par apaiser. C'est en ces moments-là que ces rencontres-là auront un sens à mon niveau. Louis Magloire, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de tentative de réconciliation. Parce que depuis 2000, si on compte les dialogues directs entre Ivoiriens, il y en a eu plusieurs. Certains se sont tenus à Ouagadougou, d'autres se sont tenus en France, à Marcoussis. Ici à Lomé même, il y a eu une rencontre. Donc je pense que ce ne sont pas les initiatives qui ont manqué. Il y a même eu des concerts qui ont été faits dans le nord du pays pour la réconciliation. Donc ce n'est pas cette volonté politique affichée qui manque. Ce sont les actes concrets. C'est ça qui manque. Et aujourd'hui, les deux leaders politiques qui vont se rencontrer, la date n'est d'ailleurs pas confirmée. Le 27, c'est pas confirmé. Il parle du 27 qui n'est pas confirmé. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous prenez ces acteurs politiques, ils sont aujourd'hui otages de leur camp, d'une manière ou d'une autre. Mais bien sûr. Vous prenez le président Ouattara, beaucoup dans son camp estiment que Gbagbo n'aurait jamais dû rentrer. Il leur doit encore une réconciliation, il doit au moins une reconnaissance des crimes qu'il a commis. Pourtant, il en a été blanchi. Vous prenez le camp des Gbagbo ou rien, vous avez les mêmes exigences. Ils estiment que c'est Gbagbo qui a gagné l'élection de 2010. Et contre ça, vous ne pouvez pas grand-chose. Il y a ceux qui ont perdu leurs biens parce qu'ils ont été saisis par la justice après la victoire de Ouattara et qui aujourd'hui sont également, ils ont une dent contre l'autorité. Les massacres qu'il y a eu dans l'ouest du pays qui sont restés impunis jusqu'à Douékoué notamment. Tout cela reste encore des bagages dont il faudra se délester avant d'aller à la réconciliation. Or, rien n'a été fait pour cela. Et c'est pour ça qu'il est important que l'exemple vienne du haut, que les leaders montrent qu'ils sont capables de sincèrement se réconcilier entre eux, et donc une fois qu'ils l'ont fait, d'entraîner leurs militants dans ce mouvement-là. Et malheureusement, c'est ce qui manque à l'heure actuelle. Non seulement ce sont des tentatives, mais moi je les trouve superfétatoires, parce que vous voyez, ils savent que quand il faut régler quelque chose, tout le monde sait comment régler.
Et Eric l'a déjà dit, vous ne pouvez pas cautionner qu'il y ait un danger jusqu'à ce que ça s'envenime et puis vous venez pour jouer aux pompiers. Non, ils savent déjà, quand vous posez cette action, ce que ça va donner. En amont, il faut régler ces problèmes en amont. Par exemple, quand Ouattara voulait aller aux élections, qu'on dit les gens vont faire qu'on va taper le... Pourtant, il est allé à coup de force. Même quand on disait, il y a ces deux éléments de Ouattara, du gouvernement, qui ont dit que si Gbagbo veut encore être président, il peut autoriser Ouattara à aller jusqu'à 10 fois. Ah oui, ces propos soient condamnés, même si dans un pays démocratique, on devait enfermer 5 personnes. On est en train de parler de réconciliation. Est-ce que lui, les propos qu'il a tenus, c'est les propos de réconciliation, ça? Il a en partie raison, parce que quand les deux personnes voient les trois personnages se battent véritablement et sont à quel sort, pour tout éviter, comme le président Ouattara le dit, il faut changer de génération. Oui. C'est ce que Mamadou Touré le problème, Ouattara n'a pas changé de génération. C'est que, que Gbagbo veuille y aller maintenant ou pas, c'est à lui de décider. Il n'y a pas la loi ivoirienne qui empêche Gbagbo d'aller. La loi n'empêche pas le président. Non, non plus. D'après successivement, 3 mandats n'étaient pas inscrits dans leur constitution. C'est coup de force. Nous savons très bien. Vous voyez. C'est la nouvelle République. Non, ce n'est pas nouveau. Tout ça là, c'est pour essayer de bleuir les gens, c'est tout. Ce n'est pas question de. Ils ont fait élection. Tout s'est passé à l'Assemblée. Ouais, le problème, c'est qu'il y a 2 personnes dangereuses au monde, le juriste et l'économiste. C'est-à-dire que quand le moment vient, ils trouvent des thèmes, des arguments pour t'enfermer. Donc, si c'est sur ça, il ne faut pas quand même qu'on attelle là-dessus. Jusqu'à Ouattara aurait voulu, s'il ne voulait pas que les gens meurent, compte tenu de la vie des Ivoiriens, je me retire. Et puis le problème est réglé. Mais il va à coup de force. Et que des 2 camps, ou plutôt des camps de Ouattara, ils comptent sur leur force. Ils font des menaces. Imagine que je suis du camp de Gbagbo. Ce qu'il a dit, ça va encore créer des émois en moi. C'est ce qu'il faut éviter. Les discours violents sont punis dans chaque constitution. Donc il faudrait que Ouattara devait même mettre le gars à sa place. Non, je pense qu'il ne faut pas faire du juridisme beaucoup trop, être strict dans le juridisme, parce que sinon après, on n'aura plus personne avec qui discuter. Vous prenez l'Afrique du Sud, par exemple, l'apartheid a duré presque 50 ans. Pourtant, les Sud-Africains sont en train de se réconcilier. Ce n'est pas encore un processus parfait, mais il a été entamé et il suit son cours. Sauf que, je suis d'accord avec vous, sauf que les Sud-Africains, ils ont au moins accepté les circonstances là pour évoluer. Ouais, les Blancs ont laissé le pouvoir politique aux Noirs et ils prennent le pouvoir économique. Oui, jusqu'à présent, il n'y a pas un Blanc qui est sorti en réalité dans un camp pour contrer. Il n'y a que souvent les Noirs qui se retrouvent au dernier carré. C'est quelque chose voulu. C'est pour dire qu'encore du moment, ce que je reproche, ce n'est pas du juridisme pur, mais c'est que tout le monde sait comment faire pour éviter les problèmes. Alors là, on n'a qu'à le faire. Moi, je préfère que... Mais les problèmes sont là. Oui, les problèmes... Si les problèmes s'annoncent. Oui, le problème, c'est que vous ne pouvez pas, quand... je ne veux pas parler de virus, quand il y a une gangrène et que vous laissez s'engradir. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus réparer, vous ne pouvez plus soigner cette plaie. Quand ça a commencé, il faut commencer en même temps par le soigner. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent au moment où eux-mêmes savent que ce n'est plus, c'est irrécupérable, c'est à ce moment où vient. La politique n'est pas censée vivre au détriment de la population. Après tout, si la population n'existe pas, ils vont faire politique sur qui? Donc ce que moi je suis en train de dire, ils savent tout, ça fait 30 ans que les 3 présidents sont là. Ils sont là 30 ans, ils connaissent le problème du pays. Ce n'est pas 2, ils sont 3, mais moi je préfère même que les 3 se joignent en 2. Après les 2, il faudrait que ceux qui sortent, il a dit, c'est pour leur discussion, on va tourner autour de leur pouvoir. Mais moi, ce que je souhaite, qu'ils n'ont qu'à mettre le peuple ivoirien au centre de leurs préoccupations. Pour que, dorénavant, ces gens... La Côte d'Ivoire a été un théâtre ridicule ces derniers moments. Je ne sais pas si... Moi, je suis écœuré par rapport... Chaque fois, discussion, mais ça ne donne rien. Ils savent très bien. On va marquer la pause. On va revenir. On marque juste la pause pour le journal et on revient.